Demain, on rouvre les cinémas, les terrasses des restaurants et puis les commerces qui étaient fermés, les commerces qu'on disait non essentiels. On va aller justement retrouver Clémence Dibou qui est avec une commerçante parisienne qui tient un magasin de vêtements. Clémence, vous êtes déjà en train de faire votre shopping. Bah oui, forcément c'est tentant, sauf que eh bien, tout n'est pas encore prêt. Si vous voulez venir nous aider, il y en a beaucoup de travail encore ici. Regardez, il faut d'abord passer l'aspirateur, il va falloir remettre encore en l'état les étagères. Là, il y a tous les vêtements qui sont encore dans la cabine d'essayage qu'il va falloir ranger. C'est pareil comme ça dans tout le magasin. Ce tas de vêtements ici, il va falloir le mettre sur les étagères, il va falloir encore faire les vitres, mettre les sacs pour les clientes. Bref, Brigitte qui tient ce magasin, elle n'est pas couchée. Brigitte, vous êtes en train d'installer donc là de la lingerie et vous m'avez dit, vous en avez pour combien de temps encore de préparation ce soir? J'en ai encore pour 1 heure et demie à peu près. Voilà, pour tout préparer, pour que mes clientes soient au rendez-vous et que tout soit bien installé. Qu'est-ce que vous attendez pour cette journée de demain? J'attends qu'il y ait beaucoup de monde et que toutes nos clientes soient là et qu'il y ait beaucoup plus de passages qu'on n'a pas eu tous ces derniers temps. C'était très dur pour nous, le click and collect, ça ne suffisait pas. Mais on est contente de réouvrir, vraiment. Et en plus, vous avez prévu une petite surprise pour vos clientes demain. Il y a des bonbons, il y a même un peu plus. Et voilà. Du champagne. Donc venez chez Caprice 130. Comme le champagne et le shopping, tout ça c'est avec modération. Et en plus, un petit détail pour demain, parce que vous avez parlé de la météo tout à l'heure. Regardez, 5 personnes dans la boutique ici chez Brigitte. Il y a un haut vent demain pour faire la queue sous la pluie. Clémence Dibou en direct de cette boutique très accueillante pour demain. Vous allez offrir une petite coupette, vous aussi, dans les restaurants? On va offrir sur les terrasses, des choses diverses et variées, peut-être des huîtres, effectivement, du champagne peut-être. Enfin voilà, on est sur chaque restaurant, on va avoir une attention particulière. On a super hâte. Moi, je tiens aussi à vous signaler que couvre-feu, météo, ça va être effectivement très compliqué. Donc on peut pas offrir nos chiffres d'affaires non plus, mais les attentions oui, et puis nos plus grands sourires aussi. Mais je tiens aussi à remercier l'ensemble des communes, dont la ville de Paris, qui nous ont permis d'étendre nos terrasses, parce que ça change la donne. Si on n'avait pas ces extensions de terrasses, la ville de Paris, mais d'autres communes aussi en France l'ont fait, si on n'avait pas ces extensions, la plupart d'entre nous ne pourraient pas ouvrir demain, c'est évident. Monsieur Fréchet, vous n'allez pas échapper au débat sur les terrasses et les nuisances. Vous allez y avoir droit dans les tout prochains jours. Passez les 3 jours d'euphorie, mon cher ami. Vous allez avoir des riverains qui vont dire ça nous gonfle les terrasses, il y a du bruit, on voudrait passer nos soirées tranquilles. Même 21h, je vous rassure. Écoutez, je crois qu'il va falloir que les professionnels soient extrêmement respectueux et du protocole sanitaire d'une part, qui les protège, qui protège leurs salariés, qui protège leurs clients. Je crois que les clients vont devoir choisir aussi leur établissement en fonction du respect de ce protocole sanitaire. Dans les mois qui viennent, on ne choisira pas son restaurant uniquement pour la qualité de la nourriture, de l'accueil, mais aussi et surtout, en tout cas aussi, pour le protocole sanitaire et le respect du protocole sanitaire. Et on doit fuir les restaurants qui ne le respectent pas, de même pour le respect des horaires sur les terrasses. Voilà. Mais avec un couvre-feu à 21h, à quelle heure vous allez dire aux clients, allez, là maintenant il faut y aller, on doit faire 20h30, ceux qui habitent au-dessus, ça 20h45, sera peut-être 20h55. 20h55, et puis pour les autres, non, après ils sont responsables effectivement de leur retour chez eux. En tout cas, nous, dans nos établissements, à 21h, il n'y a plus un seul client. On parlait tout à l'heure de la chute du masque, on citait le département de Seine-et-Marne, une petite mise au point du département qui vient d'arriver, Margot Finalement, l'annonce de levée de cette interdiction à partir de demain n'aura duré que 3 heures, puisque dans un tweet, la préfecture de Seine-et-Marne a dit qu'elle maintenait cette obligation du port du masque à l'extérieur au moins jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 mai. Hier soir sur BFM TV, Olivier Véran avait évoqué une fin qu'il espérait proche du port du masque en extérieur sans citer aucune date. C'est pas faute de l'avoir relancé sur ce sujet. Mais il avait notamment évoqué la situation qui paraît évidente quand on est seul dans un espace très vaste, une forêt, une plage ou même une rue déserte. C'est vrai que l'intérêt du masque... On peut se demander justement l'intérêt du port du masque et du maintien de cette obligation. Vincent Maréchal, alors, outre le port du masque, on a toujours cette inquiétude des variants. Le variant indien, ils sont là, ils sont présents, ils se baladent, nous les baladons. C'est une inquiétude, d'autant que on subit ces variants maintenant depuis un petit moment. En tout cas, on subit les conséquences délétères. En France, on sait qu'on a ce variant britannique qui est durablement implanté, qui a réussi à chasser le virus qui était là avant. Et puis on a en embuscade le variant qu'on appelle brésilien, qu'on appelle sud-africain, qui commencent à augmenter dans certains territoires. Si on regarde la carte, on voit que certains territoires montrent des prévalences qui commencent à être élevées. Cela nous ennuie un peu parce que justement, on sait qu'ils peuvent, pour partie, passer à travers le système immunitaire des gens
en partie ceux qui ont été peut-être infectés depuis un peu longtemps. Donc il y a un doute. Et puis il y a surtout cette histoire de variant qu'on appelle indien, donc qui sévit actuellement en Inde, mais sur lequel on a des appréhensions, à la fois en termes effectivement d'échappement à la réponse immunitaire, mais aussi de transmissibilité. Il semblerait, selon les derniers résultats qu'on a en Grande-Bretagne notamment, qu'il soit encore plus transmissible que le variant britannique. Donc on est vraiment... Alors les virus sont en compétition les uns avec les autres. Hein. Voilà. Et c'est vrai que ce variant indien, il était temps de mettre des mesures aux frontières pour les contrôler. Moi je trouve que ces mesures... ce sont des mesures combien qu'il fallait mettre en place. 3 variants indiens, on a 3. Alors il y en a 3, il y en a plusieurs, mais il y a 3 variantes qui nous préoccupent, qu'on appelle donc des variants d'intérêt, avec des modifications de la protéine de surface qui leur confèrent effectivement, au moins sur le papier, une capacité pour certains à échapper à la réponse immunitaire, ce qui n'est pas une bonne idée, et puis pour d'autres, probablement une capacité à être plus transmissible. Alors on attend les données de terrain, mais les Britanniques ont l'air de dire qu'ils ont des chiffres qui commencent à annoncer que ce variant indien serait plus transmissible encore que le variant britannique, ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle. Donc il faut identifier les endroits où il sévit, bloquer le maximum les cas d'importation et puis être très très vigilant. Et le port du masque reste un outil pour lutter contre les variants aussi. Et vous l'avez dit, faire attention, et les professionnels sont respectueux. Ce que vous avez dit aux clients, aller sur les terrasses dans les endroits où l'on respecte strictement les gestes barrières, où il y a tous les protocoles qui sont en place. Demain, journée spéciale, dès demain matin, sur BFM TV, déconfinement. On respire enfin avec nos reporters qui vous feront vivre cette journée tout au long de la journée sur BFM TV, que ce soit à Paris bien sûr ou en province. On va s'intéresser maintenant aux affaires du foot parce qu'il y a peut-être un retour, et pas des moindres, qui se prépare chez les Bleus, celui de Karim Benzema. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus et de l'équipe de France de football, va annoncer ce soir sa liste des 26 joueurs présélectionnés. Ça bruisse, on aura une émission spéciale d'ailleurs tout à l'heure avec nos consultants et puis nos champions du monde 98 qui viendront analyser cette équipe. Mais ça bruisse d'un retour de Benzema en équipe de France, 87 sélections, 27 buts. On va aller du côté de Madrid, retrouver Frédéric Armel en direct pour BFM TV. Frédéric Armel, le consultant RMC Sport. Frédéric, qu'est-ce qui se dit à Madrid? Est-ce que ça semble se confirmer le retour de Karim Benzema ou pas? Oui, ça semble se confirmer. Il y a une grande joie ici parce que vous savez, Karim Benzema vit en Espagne depuis maintenant 12 ans. Il est aujourd'hui le meilleur joueur du Real Madrid, le leader de ce qui est sûrement le plus grand club du monde. Et donc, le fait que Karim Benzema, a priori, puisse retourner en équipe de France est vu comme la fin d'un crime contre le football. C'est ainsi qu'était présenté depuis des années l'absence de Karim Benzema sous le maillot bleu. Frédéric Armel, pour ceux qui ne suivent pas forcément les affaires du foot, mais qui ont quand même entendu parler de Benzema écarté depuis 2015, c'est quoi? C'est une fâcherie avec Deschamps? C'est l'affaire de la sextape aussi pour laquelle il a été mis en examen, l'affaire Mathieu Valbuena. Qu'en est-il sur le fond alors? Oui, il y a des malentendus entre Didier Deschamps, le sélectionneur, et Karim Benzema. Un joueur, il faut rappeler qu'il avait beaucoup soutenu, notamment quand il ne marquait plus en équipe de France. Deschamps le soutenait toujours. Il y a eu sûrement aussi des erreurs de communication de Karim Benzema. Vous savez, moi je le connais bien depuis qu'il est en Espagne, depuis 12 ans. Et c'est quelqu'un qui souvent, dans sa communication, ne reflète pas la personne qu'il est. C'est-à-dire que c'est un mec bien, c'est un mec gentil, c'est un mec qui s'est parfois peut-être laissé entraîner dans des affaires qui le dépassaient et qui lui ont porté préjudice. Et on avait l'impression sur ses positions que Benzema refusait de s'excuser parce qu'il pensait qu'il n'avait rien fait de mal et que Deschamps ne faisait pas non plus le premier pas vers lui. Là, il semblerait, en tout cas tout coïncide vers cette bonne nouvelle, que tous les deux aient fait un pas l'un vers l'autre, que les rancœurs du passé soient dépassées et que Karim Benzema puisse être naturellement, parce que c'est le meilleur joueur français à l'heure actuelle, revêtir le maillot de sa sélection. Mais pourtant, Noël Le Graët avait déclaré en 2019, je reprends la phrase texto, les Bleus, c'est terminé pour Benzema. Donc il a fallu sacrément discuter en coulisses, sûrement dans les hautes instances du football aussi. Qu'est-ce qui a pu se passer, Frédéric Armel? Je miserai sur le pragmatisme de Didier Deschamps. Didier Deschamps, il est champion du monde, il est finaliste de l'Euro. Parce qu'il est pragmatique, c'est un entraîneur qui pense avant tout aux intérêts de l'équipe de France, à ses propres intérêts comme sélectionneur, et qui voit bien que cette équipe de France est un peu en perte de vitesse, qu'elle a du mal à surprendre ses adversaires, qu'on est loin de l'équipe de France solide, forte, dominatrice du mondial russe de 2018, et qu'il fallait apporter quelque chose de nouveau.
Et en même temps, vous avez un joueur qui s'appelle Karim Benzema, qui a totalement redonné du souffle au Real Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, qui était quelqu'un qui était au service d'une grande star et qui est aujourd'hui la grande star. Il est le leader du Real Madrid. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être le plus grand club de l'histoire du football. Et notamment techniquement, sportivement, mais aussi mentalement, Karim Benzema va apporter quelque chose de nouveau à cette équipe de France qui, a priori, selon Didier Deschamps, en a bien besoin aujourd'hui. Il peut y avoir une pression aussi des joueurs au sein même de l'équipe de France sur Didier Deschamps, selon vous, Frédéric ? Je ne sais pas s'il y a une pression des joueurs, mais je peux vous assurer, les premières informations qui me sont arrivées montrent que les joueurs aujourd'hui sont très contents d'avoir un joueur comme Karim Benzema. Je connais bien Antoine Griezmann, il ne s'est pas exprimé, il le fera sûrement quand les Bleus seront réunis dans leur mise au vert avant d'aller à l'Euro. Karim Benzema s'entend très bien avec Griezmann. On a vu des gestes dans des matchs, notamment quand Griezmann portait le maillot de l'Atlético, aujourd'hui le maillot du Barça, comment il avait une relation un peu complice avec Karim Benzema. Je suis certain que les joueurs de l'équipe de France vont accueillir Karim Benzema parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que le meilleur à l'heure actuelle, c'est Karim Benzema et que si on veut gagner l'Euro, il faut prendre le meilleur avec nous. Frédéric Hermel, journaliste RMC Sport en direct avec nous de Madrid, avec cette possibilité, ce soir, très forte possibilité, de voir Karim Benzema revenir dans l'équipe de France. La liste des Bleus, soirée spéciale à partir de 20h30 jusqu'à 22h en direct sur BFM TV avec nos consultants et nos experts champions du monde avec l'équipe de France 2018. On va revenir maintenant à l'actualité de demain. Elle est forte, c'est le rassemblement des policiers, c'est inédit, c'est historique, peut-être une récupération et de la manœuvre politique derrière, on va en parler avec nos invités. Rassemblement devant l'Assemblée nationale entre 13h et 15h en présence du ministre de l'Intérieur. Alors des représentants républicains, les Républicains, le parti des Républicains, Europe Écologie Les Verts, la majorité bien sûr, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, mais pas la France Insoumise. Nous sommes ce soir avec David Guiraud, porte-parole de la jeunesse France Insoumise, bonsoir. Valérie Gomez-Bassac, députée LaREM du Var, porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée. Bonsoir madame la députée. Pourquoi n'y êtes-vous pas demain, la France Insoumise ? Pour plusieurs raisons. D'abord, permettez-moi de dire quand même que à chaque fois qu'un policier meurt dans l'exercice de ses fonctions, c'est une blessure pour tout le monde, y compris pour nous à la France Insoumise, qu'on peut comprendre la frustration énorme que peuvent avoir des policiers qui se font agresser et ne retrouvent pas leurs agresseurs. C'est aussi un état de fait. Mais là, en ce moment, il se passe quelque chose d'assez grave dans le pays en ce moment même. C'est la première fois, je pense, qu'un ministre de l'Intérieur va quand même défiler contre lui-même, contre ses propres responsabilités. C'est ça qui va se passer demain. Et ça, c'est inédit, c'est absurde, mais vous savez, l'absurdité a quand même une forme de cohérence. Je pense, et j'ose le dire, qu'en France, depuis quelques mois maintenant, nous sommes envahis par des discours, des déchaînements de discours qui veulent plus d'autorité, qui veulent casser nos libertés. C'est la surenchère sécuritaire. Oui, et vous savez... Et vous ne vouliez pas y participer, en fait, c'est ça ? Non. Non, mais parce que vous savez, il y a cette logique qui veut casser nos libertés, qui veut nous dire en gros qu'il faut rompre avec un des 4 droits fondamentaux de l'être humain, tel que défini par la Constitution, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, c'est la sûreté. Vous savez, la sûreté, c'est la garantie pour chaque être humain de ne pas avoir à subir l'arbitraire de l'État. Ça peut être de l'emprisonnement arbitraire, ça peut être des violences injustifiées envers des citoyens de la part de l'État, ça peut être des condamnations injustes. Et aujourd'hui, on est en face de dirigeants qui sombrent là-dedans, qui veulent faire casser ça. Et je le dis, ça je finis là-dessus parce que je sais que je suis un peu bavard, mais vous savez, ça profitera pas aux habitants, pas aux Français. Et cette logique-là, elle profitera jamais non plus aux policiers. Elle va faire que engendrer de la souffrance, des malheurs et également des violences envers les policiers. Madame la députée. Alors je trouve déjà que c'est un signe fort que la plupart des partis soient présents parce que justement il ne s'agit pas d'une manifestation ni contre un parti, ni contre le gouvernement. C'est juste de montrer que les policiers sont là, qu'ils ont eu des moyens en plus, mais qu'ils ont besoin encore de moyens en plus, qu'ils ont besoin aussi de notre confiance. Et je pense que c'est un geste fort que le ministre de l'Intérieur y aille, que des députés y aillent. Moi, j'y serai également demain parce que j'ai été contactée par le syndicat de la police nationale du Var, donc j'y serai également parce qu'on doit travailler ensemble et ce sont des actes qui ne sont pas acceptables. Nous sommes la police, la gendarmerie.
Non, Parce que c'est pas quand de on regarde les gens vous combattez quand même, hein, même sur les idées, sur le fond, sur les propositions. On peut parfois être d'accord, je l'espère. Et vous pensez être d'accord avec Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, le Rassemblement national sur les réponses apportées aux policiers? Vous l'avez dit à juste titre, c'est-à-dire que certains vont faire de la récupération politique, d'autres vont critiquer derrière, etc. Nous, en tout cas, le parti de la majorité, on y va pour être à côté d'eux, comme on le fait depuis le début du quinquennat. C'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux depuis le départ. Il y a des actes de violence pour les policiers. C'est déjà fait, puisque ça a été annoncé suite aux différents drames, et puis même auparavant. Vous savez, on n'a pas attendu qu'il y ait des drames pour avancer, c'est-à-dire qu'on a remis des moyens, on a redonné des moyens matériels, on a remis des budgets, on change la formation, on rallonge la formation, on permet un recrutement de policiers. Donc ce n'est pas juste aujourd'hui. Le problème, madame, c'est que vous avez lu les revendications des syndicats qui vont défiler demain. Ils demandent des choses comme les peines incompressibles, les fameuses peines planchées. On connaît ça. On connaît l'effet de ces logiques sécuritaires. Il y a la loi Dati qui a été faite, vous savez, 2006 à 2010. On connaît les effets de cette loi. Elle a augmenté le taux de récidive. Elle ne l'a pas réduit, elle l'a augmenté. On était j'ai les chiffres sous les yeux, à 3,9% en 2007. En 2010, 3 ans plus tard, après cette loi, 6% de récidive. C'est lorsque la cible. Ça, c'est pour les crimes. Pour les délits, c'est pareil. Pour les policiers, quelqu'un qui tue un policier est déjà passible de la réclusion à perpétuité, c'est-à-dire de la prison à vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Moi, je demande qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et en fait, en vérité, de 30 ans. le problème, ça vous est dit dans le problème, madame, là-dedans, c'est que le problème de ces logiques, c'est que à force de tout vouloir faire rentrer dans la case du sécuritaire, vous allez mettre sur le dos des policiers une responsabilité des compétences qu'ils n'ont pas, parce que les policiers ne sont pas des aides sociales, les policiers ne sont pas des professeurs, les policiers ne sont pas des médecins. Vous savez, au sortir du confinement, il y a plein de gens qui vont être brisés par la solitude psychologique. Là, c'est une question de leur permettre une certaine protection, une protection offerte par le droit. Mais elle est déjà offerte par le droit. Leur rajouter des responsabilités. Justement, c'est non. Il n'y a pas de peine spécifique. Vous avez parlé de la perpétuité. Il y aura une peine de sûreté. Donc tout ça parce que justement la cible sera une police. Il y a des juristes. Non, d'accord. Alors dans ce cas-là, je ne sais pas. Oui, mais c'est en faire des peines spécifiques. Des peines spécifiques, madame. Dans le code pénal, il y a des peines spécifiques. Pour les outrages, c'est spécifique envers les personnes dépositaires de l'autorité publique. C'est déjà une peine spécifique. Pour les crimes de personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est aussi une peine spécifique qui est prévue, notamment la prison à vie. Donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas de peine spécifique, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Mais demain, pour les policiers, gendarmes, etc. Madame la députée, demain, Valérie Gomez-Bassac, demain, il y aura des prises de parole. Peut-être que le nom d'Éric Dupond-Moretti, je dis bien peut-être, c'est une hypothèse, peut-être sifflé demain par les policiers, puisqu'ils mettent la pression sur le garde des Sceaux. Est-ce que ça risque pas d'être bizarre de siffler le nom du garde des Sceaux demain en présence du ministre de l'Intérieur? Est-ce que votre majorité ne risque pas de se retrouver dans une situation délicate demain? Non, attendons de voir. Déjà, je trouve que c'est bien que nous soyons là, que nous assumions, que nous écoutions, et c'est pas être mis en difficulté que justement d'y assister. Je préfère ça plutôt que de fuir. On a été appelé, on nous a demandé de venir. Je trouve ça normal d'y aller. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur, c'est son rôle, il est là pour être à côté d'eux, et je trouve ça bien qu'il passe. Même si aujourd'hui la critique va directement vers à l'encontre du garde des Sceaux. Non, mais on l'entend, puisqu'ils mettent la pression sur le garde des Sceaux pour avoir des peines beaucoup plus lourdes. La réponse, c'est pas Gérald Darmanin qui l'apporte. Alors, et elles ont commencé à être apportées, et par Gérald Darmanin et par le garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'en effet, il faut, mais je le pense aussi, des peines plus lourdes, des peines qui ne sont pas revues au fur et à mesure du temps, et surtout, voilà, que les policiers ne doivent pas être des cibles. C'est juste pas possible. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour garantir notre sécurité. Donc la France Insoumise aurait dû être dans la manif demain dans le rassemblement. Ça serait dans un monde idéal, cela. Mais non, je n'y crois pas vraiment. Vous savez, je me rappelle de toute la période des Gilets jaunes. Ils n'étaient pas du côté des policiers. Ah, vous êtes sur des anti-flics? Non, mais vous voyez, c'est toujours le procès qu'on nous fait. Non, mais comme vous dites, vous n'étiez pas du côté des policiers. Pas là, à côté des policiers. Je les ai jamais vus, je peux le dire. J'ai fait des plateaux, j'en ai fait avec la France Insoumise. Je les ai jamais vus défendre un policier. Il faut réussir à donc vous êtes anti-policier. C'est ce qu'on nous dit, il paraît. Moi, ce qu'il faut réussir à comprendre, j'admire, j'en prends acte. Ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est qu'on est juste pour un changement radical des choses. Aujourd'hui, par exemple, Jean-Luc Mélenchon n'a pas vraiment montré de proximité avec les syndicats de police. Non, pardon, c'est un peu différent. On a des syndicats sont là pour représenter une profession. Vous êtes anti-syndicat de police alors maintenant? Ah, sur certains, oui. Mais sur certains, nous sommes en opposition avec des syndicats de police qui n'arrêtent pas de dire que nous sommes des islamo-gauchistes, qui se mêlent de choses par ailleurs qui ne concernent pas spécifiquement la police pour nous accuser. Donc bon, forcément, il y a une bataille politique. Mais ça, à la limite, ils ont le droit. Ils ont le droit, ça fait partie
du débat démocratique, mais moi je ne laisserai pas dire que je suis anti-flic. Je dis juste par contre que si vous considérez qu'être anti-flic, c'est dire que la police nationale ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société, si vous dites qu'être anti-flic, c'est affirmer, et je l'affirme, que la police nationale ne peut pas porter à elle seule le poids de tous les maux de la société parce que ça met en danger, y compris les policiers. Et que par exemple, quand je dis qu'il y a un problème de trafic de drogue, on a un député, Éric Coquerel, qui est en train de travailler, de faire une proposition de loi sur le sujet. On met 1 million d'heures de travail sur le trafic de drogue. Pour quel résultat? On fait 150 000 interpellations par an. Pour quel résultat? Est-ce que vous ne pensez pas que les logiques sécuritaires, à part frustrer les policiers et en plus les exposer davantage par rapport aux situations précédentes, ne fait pas d'autre chose que de créer du désordre? Moi je dis, les politiques aujourd'hui, Gérald Darmanin... Il faut démanteler tous ces réseaux de drogue. Pourquoi il y a plus de violence en ce moment? Ben non, c'est pas facile, mais on a le courage de le faire. Mais non, madame, c'est là, c'est plus à dire. Mais bien sûr, et ça augmente la violence dans les quartiers. J'ai vécu assez de nombre d'années. Mais vous avez l'impression que ça marche, vos solutions? Mais il faut le temps d'arriver au bout. Mais 1000 actions, je crois, on a 1000 actions coup de poing. Eh bien, oui. Et alors? Les actions coup de poing, c'est quoi? C'est arrêter des gens qui ont des fraises Tagada? Parce que vous avez même communiqué sur ça. S'il y a des batailles de gangs, c'est bien que nous arrivons. Mais oui, il y a des batailles de gangs. Un dernier mot. La présence du Parti communiste demain dans la manifestation, David Guiraud? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis triste pour les communistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je pense que c'est pas à leur place. Je pense que le Parti communiste a une histoire vis-à-vis des libertés publiques, vis-à-vis de la défense des libertés, qui n'est pas celle de défendre les peines planchées. Voilà. Ils sont dans les quartiers difficiles et ils savent l'importance. Merci David Guiraud, merci Madame la députée Valérie Gomez-Bassac, merci d'être venue en discuter ici en direct sur BFM TV. Demain, cette manifestation, ce rassemblement des policiers sera suivi bien sûr en direct à partir de 11h30 en direct. Donc, dans un instant, on va continuer d'en discuter avec cette manifestation qui intervient au lendemain de ce qui s'est passé à Argenteuil et toute la question de la récupération politique. À tout de suite.